Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup Clément de m'avoir invité. Je suis ravi d'être avec vous ce soir pour présenter un peu des travaux qu'on a menés au sein de l'unité APSIS de INRAE Montpellier qui travaille beaucoup en agroforesterie. L'unité BAGAP de l'INRAE Rennes qui travaille beaucoup sur l'aménagement du paysage et puis l'unité EcoBio du CNRS et de l'université de Rennes à laquelle je suis actuellement rattaché et qui travaille beaucoup sur la biodiversité au sens large. Donc voilà un peu le plan de la conférence. Dans un premier temps, je prends un peu de recul pour communiquer sur les grands problèmes auxquels on fait face aujourd'hui. Je pense que c'est plus que jamais important de communiquer là-dessus. Après, je vais parler aussi de l'agroécologie, des solutions qu'elle peut apporter en réponse à ces problèmes. Et puis, dans un second temps, la deuxième moitié de la présentation sera consacrée à la présentation de travaux qu'on a pu mener sur la végétation herbacée des haies, sur les arthropodes prédateurs en agroforesterie et plus largement sur la multifonctionnalité des agroécosystèmes. Donc on va voir ça un peu ensemble. Bon, cette première partie, je vous préviens, c'est un peu déprimant, mais accrochez-vous, hein, après la deuxième partie sera plus optimiste, on va voir un peu les solutions. Bon, aujourd'hui, l'humanité, ou en tout cas une partie de l'humanité, a tellement modifié la planète qu'aujourd'hui on considère qu'on rentre dans une nouvelle ère, l'Anthropocène, donc l'âge des humains. On peut voir qu'on a largement dépassé les limites planétaires, c'est ce qu'on voit sur ce graphique-là, où en gros on cherche à quantifier à quel point aujourd'hui on s'écarte des conditions environnementales qu'on considère normales de l'Holocène, c'est-à-dire les conditions sur ces 12 000 dernières années. Donc en gros, sur le graphique, hein, dès qu'on dépasse le seuil vert, ça commence à sentir mauvais. Plus c'est haut, plus on a dépassé la limite. Et donc j'ai mis en évidence en rouge quelques limites planétaires qui sont plus directement concernées par l'agriculture. Donc il y a le changement d'utilisation des terres. Donc on pense bien sûr à la déforestation qui est associée à l'agriculture, mais aussi par exemple à la conversion des prairies permanentes en culture. L'intégrité de la biosphère, c'est la biodiversité, en fait, c'est la limite planétaire la plus touchée. Et donc, on va voir ensemble que le déclin de la biodiversité en milieu agricole est très important. Le changement climatique aussi, bien sûr, notamment la déforestation, encore une fois, qui joue un rôle très important. Et puis, les substances chimiques de synthèse. Donc là, en agriculture, je pense aux fertilisants chimiques et aux pesticides qu'on va retrouver dans tous les sols et tous les cours d'eau, dans les endroits dominés par l'agriculture intensive. Donc l'Anthropocène, il est marqué par un changement climatique, c'est ce qui justifie aussi ce changement d'air géologique. On n'a jamais atteint de telles concentrations de CO2 dans l'atmosphère depuis des millénaires, c'est ce que vous voyez sur le graphique ici. Et puis bien sûr, changement climatique, hein, vous savez bien, c'est pas uniquement une augmentation des températures moyennes, c'est aussi une augmentation de la fréquence des événements climatiques extrêmes, avec des impacts catastrophiques sur l'environnement, sur les sociétés et sur l'économie. Et bien sûr, ces événements extrêmes menacent aussi la production agricole. Donc l'Anthropocène, il est aussi marqué par une 6e crise connue d'extinction de la biodiversité. Donc les extinctions, il y en a toujours eu, hein, ça fait partie de l'évolution, mais ce qui est inquiétant, c'est qu'on estime que le taux d'extinction de ces 2 derniers siècles est de 8 à 100 fois plus fort que la normale, selon les organismes vivants considérés. Donc il y a vraiment une accélération de l'extinction. Pourquoi il y a une extinction de la biodiversité? Sur ce graphique, vous voyez je suis désolé, c'est pas traduit en français, mais c'est les facteurs principaux d'extinction de la biodiversité. Donc en bleu, à hauteur de 50%, on estime que l'extinction est causée par un changement d'utilisation des terres et des océans et une surexploitation des terres et des océans. Et puis il y a aussi d'autres facteurs, le changement climatique, la pollution, les invasions biologiques. Et donc pour donner une idée un peu plus concrète, il y a quelques grands chiffres d'extinction de la biodiversité. Donc par exemple, sur toutes les espèces connues dans le monde entier, on estime qu'il y a une espèce sur 4 aujourd'hui qui est menacée d'extinction. Et puis, ce dont il faut avoir conscience, c'est que c'est pas uniquement une perte d'espèces rares, c'est aussi un déclin en biomasse, donc en abondance d'organismes vivants, qui peut toucher des espèces très communes. Et donc, par exemple, on estime qu'on a perdu 80% de la biomasse en mammifères sauvages depuis la préhistoire, mais ça a surtout décliné depuis les années 1970. Donc l'agriculture intensive est en grande partie responsable.
Et puis, étant donné la surface qu'occupe l'agriculture dans le monde, on comprend bien que c'est important de développer une agriculture plus favorable à la biodiversité. Les réserves protégées, les zones protégées, les réserves, les parcs sont bien loin d'être suffisantes. Pour vous donner une idée aussi, la taille du cercle ici représente la biomasse. Donc vous avez la biomasse en animaux domestiques de l'élevage et en humains. Et puis vous pouvez comparer avec la biomasse de tous les autres vertébrés terrestres sauvages pour vous donner une idée d'à quel point l'agriculture et l'humain prennent de la place. Et puis concernant les émissions de gaz à effet de serre, l'agriculture, aux côtés de la foresterie et de l'urbanisation, est responsable d'environ 20% des émissions de gaz à effet de serre. C'est la couleur bleue que vous voyez ici. Pour donner des exemples plus concrets de déclin en milieu agricole, j'ai repris quelques études parmi tant d'autres. Ici, une étude suisse qui révèle des milliers d'extinctions locales de populations d'espèces végétales qui sont rares ou menacées. Et puis, donc, sur le graphique, vous avez les habitats qui ont été échantillonnés, et puis vous avez le pourcentage de population éteinte entre 1960 et 2001. Et donc, vous voyez que ce sont les milieux ruraux, les champs cultivés et les vignes qui sont les plus touchés, avec près de 40% des populations qui se sont éteintes entre 1960 et 2001. Et donc, dans les champs cultivés, c'est principalement dû à l'utilisation d'herbicides, de fertilisants chimiques, et puis la réduction de la diversité des cultures aussi. Un autre exemple, cette fois-ci concernant les insectes. Donc là, c'est une étude allemande qui a estimé un déclin du nombre d'espèces d'insectes dans les prairies de l'ordre de 34% entre 2008 et 2017. Donc c'est énorme. Et c'est encore plus fort concernant la biomasse, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, 67%. Et en termes de nombre d'individus, 78%. Et puis vous voyez au passage que les prairies sont plus touchées que les forêts. Et puis encore une fois, c'est important d'avoir conscience que ça touche des espèces très communes. Par exemple, le cercope des prés, vous avez sans doute tous déjà vu en vous promenant dans les prairies ou sur les bords de chemin, cette espèce de crachat sur les plantes sauvages. Donc je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui savaient ce que c'est, mais en fait c'est la larve du cercope adulte que vous voyez ici, qui sécrète une espèce d'écume qui va lui avoir plusieurs rôles. Elle va lui servir de cachette pour se cacher des prédateurs, et puis elle va lui servir aussi d'isolant thermique, parce que les larves sont très sensibles aux variations de température, donc elle va s'isoler pour mieux supporter les coups de chaud ou de froid. Bon, malgré cette ingéniosité, elle serait en régression, la cercope, parce qu'il y a destruction des prairies, déclin de la diversité végétale. Un autre exemple chez les oiseaux, cette fois, donc là c'est une étude vraiment à l'échelle européenne, et donc cette étude a estimé un déclin de l'abondance d'oiseaux agricoles de près de 60% entre 1996 et 2016, donc c'est énorme. Et puis vous voyez l'évolution de l'abondance dans tous les pays européens, vous voyez que ça chute quasiment partout. Donc là, évidemment, le déclin aussi est causé par la perte de diversité végétale, la perte de biomasse en insectes, qui sont des ressources importantes pour les oiseaux. Et puis, il peut y avoir aussi de la destruction directe de nids, puisqu'il y a beaucoup d'espèces d'oiseaux de milieu agricole, comme le dictème criard. Je ne sais pas si vous avez déjà eu la chance de l'observer, mais c'est un oiseau magnifique. Et vous voyez, il niche à même le sol dans les champs cultivés, et puis ces œufs peuvent complètement passer inaperçus. Donc, si on ne connaît pas l'espèce et on ne sait pas où elle niche, avec le tracteur, on peut facilement détruire des nichés. La perte de biodiversité, c'est pas uniquement une perte de biodiversité sauvage, c'est aussi une perte de biodiversité domestiquée. Donc, concernant les plantes domestiques, ici, pour illustrer ça, je vous ai montré une carte de la France de la diversité des cultures par commune, et on peut comparer les années 70 à 2000. Et puis, donc, plus c'est vert, plus c'est diversifié en culture. Et donc, on voit bien l'érosion de la biodiversité cultivée au cours du temps, en particulier en Bretagne et en Normandie. Donc, c'est dommage, il y a une photo qui est passée à la trappe, mais il faut imaginer la beauté de nos campagnes si on pouvait faire pousser autre chose que du blé et du maïs. Ça concerne aussi les animaux domestiques. Donc là, j'ai mis des exemples que vous connaissez probablement de races bretonnes, dont certaines ne sont pas passées loin de l'extinction, comme le porc blanc de l'Ouest ou la vache bretonne pie-noire. Et puis, sur cette carte mondiale, vous voyez le statut de conservation de ces espèces domestiques. Donc plus c'est orange-rouge, plus elles sont menacées d'extinction.
Et noires, ce sont des espèces qu'on sait déjà éteintes. Et donc vous voyez qu'en Europe, il y a énormément d'espèces qui sont menacées d'extinction, puisqu'on préfère utiliser des races plus communes, plus productives. Aussi, il faut avoir conscience que donc il y a un déclin de la biodiversité dans les milieux cultivés, mais aussi les pratiques agricoles peuvent avoir des impacts au-delà des exploitations, jusque dans des écosystèmes non agricoles. Donc bien sûr, en Bretagne, il y a le cas de la prolifération des algues vertes, qui a été causée par la destruction des haies, des prairies, l'utilisation massive de fertilisants chimiques, les effluents de l'élevage intensif. Mais c'est pas un problème uniquement en Bretagne, hein, c'est un problème dans le monde entier. Partout où on fait de l'agriculture intensive, on utilise beaucoup de produits chimiques. C'est toutes les zones rouges que vous voyez représentées sur cette carte mondiale. Donc on voit bien l'impact aux États-Unis et en Europe. Il faut avoir conscience aussi que ce qu'on fait actuellement, ce sont des méthodes non durables. Ici, j'ai représenté le déclin de l'efficience d'utilisation de l'azote au cours du temps depuis les années 1960. Ça veut dire qu'en fait, ce graphique montre qu'au cours du temps, on a dû apporter de plus en plus de fertilisants pour assurer des rendements similaires aux rendements précédents. Parce qu'en fait, les sols fatiguent, deviennent de moins en moins vivants et de moins en moins fertiles. Concernant les pesticides, les molécules ne fonctionnent qu'un temps. Après, les plantes, les insectes, les maladies évoluent et puis deviennent résistantes physiologiquement aux pesticides. Donc ici, vous avez l'augmentation du nombre d'espèces devenues résistantes aux pesticides au cours du temps, depuis les années 1930, pour les arthropodes, donc les insectes, on va dire, les pathogènes et les adventices. Et puis en bas, je vous ai mis un cas de figure d'un champ de soja, donc que vous voyez, le soja est en vert foncé, qui a été complètement colonisé par une espèce adventice, donc on peut appeler parfois des mauvaises herbes, l'amarante de Palmer en vert clair, qui est résistante aux herbicides, et donc qui a complètement colonisé le champ cultivé. Et donc quand ce cas de figure se produit, l'agriculteur est complètement démuni et tombe dans un cercle vicieux, puisque son principal levier de gestion, le traitement herbicide, ne fait que favoriser l'amarante de Palmer au détriment de toutes les espèces adventices. Donc, ce sont des méthodes non durables et qui nuisent à notre santé aussi. Donc, j'aime bien cette couverture du Time Magazine en 1947, où on voulait nous faire croire que le pesticide DDT est bon pour la santé, presque qu'on pouvait même en boire. Aujourd'hui, on a bien progressé, heureusement. On connaît bien les effets des pesticides sur la santé humaine. Ça touche quasiment tous les organes, en fait. Et puis, il y a un autre souci qu'on a subi de plein fouet récemment. L'agriculture d'aujourd'hui et l'industrie agroalimentaire est en grande partie responsable de l'augmentation des épidémies et des pandémies que vous voyez au cours du temps. Vous voyez à quel point il y a de plus en plus d'épidémies et de pandémies, et des zoonoses notamment, donc des maladies qui sont transmises des animaux sauvages ou domestiques à l'humain. Donc ça, c'est en grande partie dû à l'utilisation massive d'antibiotiques dans les élevages intensifs. Quand on entasse les animaux, ils tombent malades, hein. Grippe aviaire, fièvre porcine, tuberculose bovine, etc. Mais c'est aussi dû à d'autres facteurs dont on a moins parlé malheureusement, même pendant la crise du Covid. La destruction des habitats naturels, puisque quand on détruit des habitats naturels, on peut entraîner des déplacements d'animaux sauvages qui sont porteurs de pathogènes. Et donc si ces animaux se déplacent dans des milieux anthropisés, vers des élevages, il va y avoir transmission du pathogène. Et puis c'est aussi une destruction de la biodiversité, puisque quand on diminue par exemple l'abondance de prédateurs d'un hôte de pathogène, eh bien on favorise l'hôte et son pathogène. Et donc on augmente les risques de transmission. Donc voilà, pendant la crise du Covid, on a beaucoup parlé du vaccin et c'était important, ça a permis de sauver des vies. Mais le coronavirus, par exemple, est toujours là et il va falloir faire avec. Et puis, malheureusement, on n'a pas parlé des autres problèmes que j'ai évoqués et des vraies solutions pour ne pas subir à nouveau une crise telle que celle qu'on a vécue. Et on sait que si on continue comme ça, on va en subir d'autres. Enfin, je terminerai, j'espère que vous tenez le coup, je terminerai en disant aussi que ces méthodes ne permettent pas de nourrir le monde. C'est un argument qu'on peut souvent entendre de la part des lobbies de l'agriculture intensive. J'ai mis un exemple ici d'une entreprise de produits chimiques qui se vante de nourrir 1 personne sur 10 dans le monde avec son soja brésilien traité. Bon, cette entreprise, son objectif, c'est pas de nourrir le monde, c'est de vendre des produits chimiques. Et quand on contextualise un peu ce qui est dit, on se rend compte que le soja brésilien est exporté très largement en Chine pour soutenir la production de viande des élevages intensifs.
En aucun cas, la production de soja va aller dans des pays pauvres d'Afrique qui meurent de faim, par exemple. Donc voilà, aujourd'hui, la faim dans le monde, elle est causée par la pauvreté, les inégalités sociales, et non par un manque de production. Donc on voit bien que les pays pauvres meurent toujours de faim. C'est la carte de la sous-nutrition dans le monde. Et puis, paradoxalement aussi, c'est important de souligner que l'augmentation de la production agricole dans les pays riches développés a entraîné un autre problème de malnutrition, qui est la surnutrition, donc avec des régimes de plus en plus caloriques, de moins en moins diversifiés et une surconsommation de viande. Et à tel point en fait qu'aujourd'hui il y aurait plus de personnes en surnutrition qu'en sous-nutrition dans le monde. Voilà, j'ai fini, maintenant ça va être plus sympa. Donc on va parler d'agroécologie. Dans cette première partie, bon, j'ai un peu brossé des impacts très négatifs de l'humain et de certaines de ses pratiques, mais il faut bien avoir conscience que l'humain fait partie de l'écosystème et peut avoir des impacts très bénéfiques sur la biodiversité. Donc, j'ai beaucoup étudié à Montpellier, donc je vais prendre évidemment le cas de la garrigue, qui peut être un habitat très diversifié en espèces végétales et en insectes, qui à premier abord nous paraît complètement naturel, mais en fait c'est un habitat qui a été façonné par des activités de pâturage depuis des milliers d'années. Et puis aujourd'hui, avec l'abandon du pâturage, on observe une fermeture des garrigues et une domination, par exemple, par le chêne kermès, qui va complètement étouffer le reste de la végétation, les insectes vont disparaître, etc. Un autre exemple que j'aime bien, ce sont les plantes messicoles, donc des adventices qu'on va retrouver quasiment exclusivement dans les champs cultivés. Donc ce sont des plantes qui ont coévolué avec l'humain avec l'agriculture depuis des milliers d'années. Et donc sans perturbation agricole modérée, eh bien, ces espèces ne pourraient pas persister. Elles seraient supplantées par des espèces plus compétitives. Et puis, on a même des records du monde de diversité végétale dans des milieux complètement anthropisés. Donc, j'ai pris l'exemple de cette prairie pâturée fauchée en Roumanie, où on peut retrouver près de 80 espèces végétales dans 1 mètre carré. C'est absolument énorme, ce niveau de coexistence, qui est permis par des perturbations humaines, finalement. Donc, on peut réconcilier production agricole et conservation de la biodiversité, mais l'agriculture d'aujourd'hui, elle repose quasiment exclusivement sur des intrants chimiques. Donc on apporte des fertilisants minéraux, on apporte des nutriments aux plantes cultivées avec des fertilisants minéraux. On contrôle ce qu'on appelle les bioagresseurs, qu'on peut appeler aussi parfois de façon peut-être abusive selon les cas des ravageurs de culture. Donc ça peut être des adventices, des insectes ou des pathogènes. On les contrôle avec des pesticides. Dans le cas de la pollinisation, quand on vient à manquer de pollinisateurs, on est bien embêté. Et il y a des exemples en Chine où ils ont tellement intensifié les paysages qu'il n'y a plus assez de pollinisateurs et on est obligé de polliniser nous-mêmes à la main les vergers. Et puis il y a des entreprises qui réfléchissent à la confection de drones pour remplacer les pollinisateurs, mais bon, il y a peut-être plus simple à faire avant d'en arriver là. Donc l'agroécologie, elle, au contraire, elle va vraiment reposer sur la préservation de la biodiversité. Donc le sol n'est plus du tout un simple support, hein. On a vraiment bien compris que c'est une entité vivante, complexe, et puis on va chercher à favoriser sa fertilité en préservant ou en apportant de la matière organique et en favorisant l'activité des décomposeurs de matière organique, comme les vers de terre par exemple. On n'est plus du tout dans l'idée d'éradiquer les bioagresseurs, on tolère leur présence et on essaye de favoriser des régulations naturelles par leurs prédateurs et leurs parasitoïdes. Les systèmes agroécologiques, généralement, sont très favorables aux pollinisateurs, donc il n'y a vraiment pas de souci de ce côté-là. Et puis aussi, au final, on essaye de faire reposer la production agricole sur ce qu'on appelle ces auxiliaires de culture, donc les décomposeurs, les prédateurs, les pollinisateurs, et donc sur les fonctions écosystémiques qui sont assurées par ces auxiliaires de culture. Donc, je vais un peu plus loin pour vraiment illustrer l'importance, parce qu'on n'en a pas conscience, nous, tous les jours, de ce que font ces petites bestioles pour nous. Mais voilà, que serions-nous sans décomposeurs ? Quand vous voyez une prairie de taille standard, il faut savoir, par exemple, que toute la terre de la prairie peut passer dans le tube digestif des vers de terre en l'espace de 10 ans. Donc là, en ayant cette info en tête, je trouve qu'on se rend bien compte de ce qui se passe sous nos pieds tous les jours, sans même que nous en ayons conscience. Donc les vers de terre vont avoir un rôle majeur dans la structuration et la fertilité du sol, et vont même créer des micro-habitats pour d'autres organismes vivants. Une autre petite bestiole un peu méconnue du grand public, ce sont les colamboles, qu'on peut trouver partout à la surface du sol, sous la litière. Donc ce sont des mangeurs de litière, donc des décomposeurs de matière organique. Et puis ce sont aussi de gros mangeurs de champignons,
pas les fructifications que vous cueillez lors de vos promenades en forêt, hein, mais vraiment le mycélium dans le sol. Donc certains champignons sont pathogènes de plantes. Et donc voilà, je reprends une citation d'un professeur du Muséum d'histoire naturelle, qui nous dit que voilà, sans les colamboles, notre monde serait sans doute envahi par les moisissures et aucune plante n'y résisterait. Si vous voulez vraiment en savoir plus, il y a cette référence sur le sol vivant qui est vraiment excellente. Que serions-nous sans prédateurs? Donc là, j'ai pris l'exemple d'un naturaliste dont j'aime beaucoup les écrits, Jean-Henri Fabre, qui est surtout connu pour ses souvenirs entomologiques, mais qui était aussi un excellent botaniste, ornithologiste, chimiste. Enfin, il était vraiment incroyable. Et puis, dans ses récits sur les insectes et les animaux, il nous prend l'exemple du puceron pour nous montrer l'importance des prédateurs. Je vais voir si le petit clip vidéo marche. Je ne sais pas si je clique dessus. Non, bon, ça n'a pas l'air de marcher, dommage. Il y avait un petit clip vidéo pour vous illustrer une femelle puceron qui pond des individus par parthénogenèse. Donc elle n'a pas besoin d'être fécondée par un mâle. Elle va pondre des individus comme ça, une cinquantaine, qui sont presque des clones en fait. Et puis ces 50 individus vont eux-mêmes donner 50 individus. Et puis il peut y avoir 10 générations comme ça au cours d'un printemps-été. Donc ça fait un total de, je ne sais pas lire combien de pucerons. Et Jean-Henri Fabre se demandait, si je les mettais bout à bout, comme ça, tous ces pucerons, en laissant aucun espace vide, quelle surface ça recouvrirait? J'ai refait les calculs moi-même parce que je croyais pas, mais ça fait 1/5 de la France. Donc une femelle puceron en un printemps-été, tous ses descendants peuvent recouvrir 1/5 de la France. Heureusement, ça se produit jamais, mais c'est en grande partie grâce aux prédateurs, hein. Et puis aussi parce que bien sûr les femelles vont pas donner toujours le maximum d'individus, mais c'est en grande partie grâce aux prédateurs. Donc ici quelques photos au cours d'une même promenade où chaque fois que j'observais des colonies de pucerons, j'allais voir d'un peu plus près. Et si vous faites ça, vous allez très souvent voir des prédateurs à l'œuvre. Les deux photos à gauche, ce sont des larves de cirphe, donc c'est un diptère, une espèce de mouche. Vous voyez les adultes ici qui sont souvent confondus avec des guêpes ou des abeilles qu'elles imitent, mais ce sont bien des mouches. Et puis donc les larves sont prédatrices de pucerons. C'est d'ailleurs assez terrible à observer parce que là vous voyez une larve en train de dévorer un puceron et le reste des pucerons est calmement en train de sucer la sève de la plante comme si de rien n'était. Et donc ils sont très très appréciés en agriculture puisque les larves sont souvent prédatrices de pucerons ou alors décomposeurs de matière organique. Et puis les adultes sont floricoles et donc vont contribuer à la pollinisation des plantes sauvages ou des plantes cultivées. L'espèce de petite doudoune blanche que vous voyez ici, c'est une larve de coccinelle, une petite coccinelle. Et puis parfois, vous pouvez observer des pucerons à l'allure bizarre qu'on appelle des momies, tout dorés, tout renflés. En fait, ils sont parasités et il y a une larve de cette petite guêpe qui se développe à l'intérieur. Que serions-nous sans pollinisateurs? Cette fois, j'en terminerai avec les auxiliaires. Bon, déjà, on serait assez triste, hein, parce que niveau petit déjeuner... pas beaucoup de lait, pas de jus de fruits, pas de café, pas de fruits, pas de confiture. Avec des pollinisateurs, on a un vrai bon petit déjeuner. Mais au-delà de ça, bien sûr, si je vous posais la question, on peut peut-être faire un mini-sondage comme ça. Quelle est la proportion d'espèces végétales pollinisées par les animaux dans le monde? Vous pouvez lever la main si vous pensez que c'est de l'ordre de 50%, par exemple. 50%. Disons 70%. Disons 90%. Bon, vous êtes très doués, je vous apprends rien. C'est près de 90% des plantes dans le monde qui sont pollinisées par les animaux. Donc c'est pas que des insectes, hein, ça peut être des oiseaux, des chauves-souris. Mais voilà, en fait, au-delà du petit déjeuner, le monde tel qu'on le connaît n'existerait pas sans les pollinisateurs, en fait. Et on durerait pas longtemps sur Terre s'ils venaient à disparaître. Donc comment favoriser tous ces auxiliaires ? Et plus largement le fonctionnement écosystémique. Donc j'ai pris 3 grands principes d'agroécologie. Donc à l'échelle de la parcelle, on peut réduire l'intensité de gestion par rapport à un référentiel en agriculture conventionnelle intensive. Donc réduire les intrants, voire même aller jusqu'à de l'agriculture biologique. Et pour le sol, ce qui va être très intéressant, c'est l'agriculture de conservation, puisque là on va chercher à pas trop perturber le sol. Et puis l'idéal aussi serait de combiner les deux, mais ça c'est un peu plus difficile d'un point de vue technique. L'autre grand principe, ça va être de diversifier les cultures, donc très important.
par exemple, les rotations culturales, donc changer de culture chaque année, bah ça n'étonne personne de voir ça chaque année dans les champs cultivés. Tout le monde le fait. On a bien compris à quel point c'était important, notamment pour deux raisons. Pour rompre le cycle des bioagresseurs, qui souvent sont adaptés à une culture donnée. Donc si on cultivait la même culture chaque année, bah, on aurait des gros problèmes de bioagresseurs. Et puis aussi, ça va permettre de plus facilement régénérer les sols en nutriments, puisque on va alterner des cultures qui ne vont pas puiser les mêmes nutriments ou dans les mêmes horizons du sol, voire même certaines cultures qui peuvent contribuer à rapporter des nutriments dans le sol. On va chercher aussi à diversifier les cultures en même temps, sur une même parcelle. Donc par exemple, en Amérique, il y a un système qui est bien connu, c'est la milpa ou les trois sœurs. On va cultiver sur une même parcelle du maïs, du haricot et de la courge, et on va chercher des interactions positives. Donc le maïs va servir de tuteur pour le haricot. Le haricot est une légumineuse qui va apporter de l'azote dans le sol et donc fertiliser un peu naturellement le sol. Et puis la courge va se développer au niveau du sol avec des grandes feuilles qui vont conserver l'humidité. Et donc en fait, on a des rendements bien meilleurs quand on associe ces trois plantes que si on les cultivait séparément. Et puis on peut pousser la complexification des systèmes encore plus loin en introduisant des animaux domestiques qui peuvent avoir un rôle dans le fonctionnement écosystémique, fertilisation, voire contrôle de bioagresseurs, ou on peut même aller jusqu'à réintroduire des arbres dans les systèmes agricoles en faisant de l'agroforesterie. Et puis, au-delà de diversifier les cultures, on va plus largement chercher à diversifier les habitats, que ce soit en bordure de parcelles ou au-delà dans le paysage. Donc les bordures de champs, peut-être que pour vous c'est un peu anecdotique, mais c'est un gros sujet en agroécologie. Ça offre des habitats et des ressources alimentaires pour les auxiliaires de culture. Et puis on pense que ça peut favoriser leur dispersion dans les champs cultivés. Donc c'est ce qu'on cherche à faire. Et puis on peut voir d'autres espèces d'habitats agroécologiques, par exemple des bandes enherbées qu'on utilise beaucoup au bord de l'eau pour protéger les cours d'eau, et des bandes fleuries qui vont vraiment être destinées à booster les populations de pollinisateurs et certains prédateurs comme les cirfes que j'ai évoqués tout à l'heure. Donc tous ces grands principes, est-ce que ça marche? Eh bien oui, il y a des résultats très prometteurs. Ici, je vous montre la synthèse d'une étude, un travail de synthèse sur plus de 5000 expérimentations dans le monde entier. Et puis, ce que vous voyez là, c'est l'effet de toutes les pratiques de diversification confondues. Donc, vous avez le détail à droite, mais nous, c'est surtout ça qui va nous intéresser. Donc, vous voyez des effets positifs en vert, neutres, pas d'effet en gris, et puis en marron-rouge, là, des effets négatifs. Et vous voyez les différentes composantes les différents services qui ont été étudiés. Donc, ici, vous avez crop yield, les rendements, et puis ici, vous avez la biodiversité. Donc, on voit une majorité d'effets positifs sur la biodiversité, hein, c'est très clair. Et puis, pas forcément des pertes de rendement, hein, même parfois des effets positifs sur les rendements. Donc ces expérimentations ont été reprises dans une autre étude avec des méthodes d'analyse statistique beaucoup plus robustes. Et donc là, vous voyez un peu la même chose, l'effet de certaines pratiques, agroforesterie, rotation des cultures, etc. Donc les effets sur la biodiversité et sur la production agricole. Et donc comment se lit ce graphique? En fait, plus vous êtes sur la gauche, plus vous avez un fort effet négatif. Plus vous êtes sur la droite, plus vous avez un fort effet positif. Et donc le petit rond ici, ça représente l'effet moyen sur les 5000 expérimentations. Et puis la barre foncée, là, ça représente un peu la variabilité des résultats entre ces différentes études. Donc on voit bien un effet positif sur la biodiversité et sur la production agricole. Et puis on voit que c'est surtout les pratiques agroforestières qui sont les plus intéressantes. Mais on voit aussi que les résultats sont très variables. Donc un enjeu en recherche, c'est de comprendre cette variabilité pour essayer de la réduire et faire en sorte que ça marche dans le plus de cas possible. Donc justement, un des facteurs qui peut expliquer cette variabilité des résultats, c'est le paysage. En agroécologie, on pense vraiment au-delà de l'échelle de la parcelle aussi. Hein. La parcelle, c'est pas un système clos. Il y a des échanges de nutriments, d'eau, d'organismes vivants. Les organismes vivants que l'on trouve dans une parcelle cultivée sont affectés par la quantité d'habitat qu'on a dans le paysage, la connectivité et la complémentarité des ressources dans le temps et dans l'espace. Et donc nous, ce qu'on fait classiquement en agroécologie, c'est qu'on caractérise notre paysage par deux grandes variables, une hétérogénéité de composition, donc à quel point notre paysage va être diversifié en habitat, et une hétérogénéité de configuration, donc à quel point l'agencement spatial de ces habitats est complexe dans le paysage. Et souvent, les deux en fait sont corrélés.
Et donc ça, est-ce que ça marche aussi d'avoir des paysages diversifiés? Donc là, je vous présente la synthèse de 89 expérimentations à l'échelle du globe. Donc là, il n'y en a pas 5000, parce que c'est moins étudié, le paysage, malheureusement. Mais on voit que ça marche aussi. On voit ici un effet négatif donc des paysages les plus simplifiés. On voit un effet négatif sur la richesse en pollinisateurs et de la même façon, un effet négatif sur la richesse des prédateurs. Or, on voit aussi que cette richesse de pollinisateurs a un effet, elle, positif sur la pollinisation. Et de même, la richesse en prédateurs a un effet positif sur la régulation des bioagresseurs. Et puis, pollinisation et prédation ont tous deux un effet bénéfique sur les rendements. Donc clairement, si on cherche à faire une agriculture qui repose sur les auxiliaires des cultures et sur le fonctionnement écosystémique, on a tout intérêt à avoir des paysages diversifiés. Donc on peut penser à l'échelle de la parcelle, on peut penser à l'échelle du paysage, et le mieux c'est bien sûr de considérer les deux. Et puis il y a des phénomènes d'interaction entre des pratiques locales et des contextes paysagers. Donc concrètement, par exemple, si vous mettez en place des pratiques vertueuses à l'échelle locale, mais que vous êtes dans un paysage complètement intensifié où il n'y a plus de biodiversité, il est probable que vos pratiques vertueuses ne servent à rien ou soient largement insuffisantes pour restaurer la biodiversité. Inversement, si vous êtes dans des paysages très complexes, déjà très favorables à la biodiversité, peut-être que vos pratiques n'apporteront pas grand-chose de plus. Ce qui m'amène à une question centrale de mes travaux, est-ce qu'il faut faire du bio? Est-ce qu'il faut préserver les habitats? Est-ce qu'on peut faire les deux? Donc cette question, elle a été largement débattue aussi dans la littérature scientifique récemment. Ici, vous voyez des échanges entre chercheurs qui se répondent avec différents arguments. Et puis, ces deux stratégies, réduction des pesticides et préservation des habitats naturels, étaient proposées dans le cadre du Pacte vert européen. Donc j'en viens à mes travaux. Donc je vais parler d'abord de la végétation herbacée des haies. Donc ça, c'est une étude en Bretagne. Alors pourquoi la végétation herbacée? Parce que j'ai constaté que c'est vraiment une composante négligée dans le système de culture, dans la conception du système. Et souvent, on perçoit les rangées d'arbres ou les haies comme une source d'adventices qui peuvent se disperser dans le milieu cultivé et entraîner des pertes de rendement. Ici, j'ai mis des exemples exclusivement en agriculture conventionnelle. On a très souvent des soucis, on a des linéaires qui sont complètement dominés par une espèce végétale compétitive qui va puiser tous les fertilisants chimiques et étouffer le reste de la végétation. Donc ici, par exemple, vous avez de la folavoine, de la potentille rampante, du brome stérile et là encore de la folavoine. En bas, ce sont des cas de figure où on a essayé de minimiser au maximum le développement de cette végétation herbacée par crainte qu'elle ait des effets négatifs sur les rendements. Donc ça peut être en travaillant le sol au plus près possible des rangées d'arbres, ça peut être en épandant de l'herbicide directement sur cette végétation herbacée. Et bon, ça, c'est dommage parce qu'en fait, cette végétation, elle a un vrai potentiel et un vrai intérêt en termes de fonctionnement agroécologique. Je parlais tout à l'heure de leur rôle d'offrir des habitats et des ressources alimentaires aux auxiliaires de culture. Donc ça, ce sont des exemples de flore beaucoup plus diversifiées qui vont être sans doute bien plus intéressants d'un point de vue à la fois écologique et agronomique aussi. Puis il y a même des cas où, vous voyez là, on a semé des plantes mellifères sur la rangée d'arbres. En plus des pratiques destructrices, la végétation herbacée souffre aussi de la destruction des haies, parce que les haies ont besoin d'être connectées, et les plantes vont disperser dans tout le maillage bocager. Ici, vous avez une carte qui représente la densité de haies dans les différentes communes françaises. Donc plus c'est bleu, plus c'est dense. Donc vous voyez qu'en Bretagne-Normandie, on est dans le hotspot de haies, même si on en a beaucoup détruit. Et en fait, depuis les années 1950, il y a 70% des haies qui ont été détruites en France. Donc c'est absolument énorme. Et puis, contrairement à ce qu'on pourrait croire, avec le statut de protection des haies, on ne peut pas détruire une haie comme on veut, comme ça aujourd'hui. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, la destruction se poursuit et s'est même accélérée sur ces dernières années. Donc nous, dans cette étude, on a cherché à comprendre quels étaient les meilleurs leviers, les plus efficaces pour restaurer cette végétation herbacée des haies. Donc on a regardé des solutions à l'échelle de la haie, du champ directement adjacent à la haie et du paysage. Et puis on cherchait à comprendre comment préserver la diversité végétale. Donc on a effectué des relevés de flore dans 40 haies sur la zone atelière Mauric, au sud de Rennes. Et puis vous voyez que la moitié des haies
était à côté de champs en agriculture conventionnelle et l'autre moitié à côté de champs bio. Et puis l'ensemble des haies était localisé le long de 2 gradients paysagers indépendants. Un gradient bocagé, donc ici vous voyez la densité de haies représentée en noir, et puis un gradient de recouvrement en agriculture biologique dans le paysage, représenté par les parcelles jaunes ici. Au niveau de la haie, on a relevé plusieurs variables qu'on pense importantes, la hauteur de la haie, sa largeur, la diversité en ligneux, l'abondance en ligneux, etc. Et dans le champ cultivé, on a mesuré des pratiques agricoles qui finalement étaient assez bien résumées par le système de culture conventionnel ou bio. Et donc ce qu'on a observé sur ce graphique, vous voyez l'effet de toutes les variables qu'on a mesurées, à l'échelle de la haie, du champ directement adjacent, donc est-ce qu'on est en bio ou non, et du paysage, et puis des interactions. Et vous voyez l'effet sur la diversité, la quantité d'espèces dans les végétales, dans les haies. Encore une fois, comme tout à l'heure, à gauche, c'est des forts effets négatifs, à droite, des forts effets positifs. Et ce qu'on voit, c'est que c'est le bio, dans le champ directement adjacent à la haie, qui est le facteur majeur de diversité végétale. Donc, quand vous êtes dans une haie à côté d'un champ bio, vous avez beaucoup plus de chances qu'elle soit diversifiée. Donc, comment on a expliqué ça? Il y a une interprétation la plus commune, qui est bien vérifiée. En agriculture conventionnelle, on a une dérive des produits chimiques, notamment des fertilisants, comme pour les cours d'eau en fait, et donc le sol va être eutrophisé. Donc là, on n'a pas une prolifération d'algues vertes, mais on a une prolifération de folavoine, de bromes stériles, des espèces très nitrophiles qui vont puiser tous les nutriments avant les autres plantes et qui vont les étouffer. Puis en plus, cette eutrophisation peut être associée à une acidification du sol qui va favoriser les graminées. Et puis, il peut y avoir aussi, bien sûr, un peu de dérive des traitements herbicides. Et si, par exemple, dans les champs de céréales, on utilise des traitements anti-dicotylédones, donc, ça va défavoriser ces espèces-là dans la haie. Mais ce n'est pas la seule interprétation. Nous, on a constaté aussi que parmi les espèces végétales, celles qui bénéficiaient vraiment largement du bio, ce sont les espèces dites entomophiles qui sont pollinisées par les insectes. Donc, j'ai mis quelques exemples ici. Et puis, sur ce graphique, vous avez l'abondance et le nombre d'espèces en plantes entomophiles en agriculture conventionnelle et en agriculture biologique. Donc on voit qu'on est 2 fois plus abondant et 3 fois plus diversifié en agriculture biologique. Donc là, notre interprétation, c'est que dans les champs bio, il y a une communauté végétale, des adventices, plus riche et plus abondante, donc qui va favoriser les pollinisateurs. Et puis on a moins de perturbations locales au niveau de la haie, donc les plantes entomophiles vont plus facilement se développer. Et en somme, on a un réseau plantes-pollinisateurs beaucoup plus complexe et mieux préservé. Et puis, donc, évidemment, avec une flore plus diversifiée comme ça, on a des intérêts agronomiques aussi, si on favorise les pollinisateurs notamment, ou certains prédateurs au stade larvaire comme les cirfes dont je parlais tout à l'heure. Donc, le gros message clé de cette étude, nous, un message qu'on a essayé de diffuser dans divers articles que je cite ici aussi, c'est que cette végétation herbacée sauvage, c'est pas une source d'adventice déjà. C'est vraiment quand il y a des perturbations chimiques que ça va créer dominance de quelques espèces un peu problématiques. Et puis c'est dommage qu'elle soit pas considérée dans la conception des systèmes agricoles, puisque ça peut être un vrai atout si on veut aller vers un fonctionnement plus agroécologique. Donc on peut aussi se poser la question de pourquoi pas protéger cette trame verte comme on protège la trame bleue. Aujourd'hui, on met des bandes enherbées aux abords des cours d'eau pour éviter que les fertilisants, pour éviter que ça pollue trop les cours d'eau. Donc on pourrait faire la même chose. Par exemple, des agriculteurs en conventionnel, tout n'est pas perdu. Ça a un coût de mettre des bandes enherbées semées, mais s'ils en mettaient à proximité des haies, ils pourraient peut-être préserver leurs haies ainsi. On peut penser à élargir aussi les linéaires, puisque plus on élargit, au moins une certaine partie de l'habitat va être un peu préservée des perturbations chimiques. Et puis sinon, on peut aussi recommander la fauche quand il y a une végétation vraiment dominante. On va faucher, exporter la biomasse, et puis ça va permettre à d'autres plantes moins compétitives de se développer par la suite. J'en viens à une deuxième étude sur les insectes, cette fois sur les arthropodes prédateurs en agroforesterie intraparcellaire. Donc, comment préserver les auxiliaires et favoriser leur dispersion dans les champs? Ça, c'est une question centrale en agroécologie. Il y a beaucoup de travaux là-dessus. On sait que les insectes vont passer souvent l'hiver dans les habitats semi-naturels,
les haies, les bois, etc., les bords de champs. Et puis au printemps, ils vont disperser dans les champs cultivés quand il y a un pic de ressources. Et enfin, en automne, ils vont retourner dans les habitats semi-naturels, et donc il y a un cycle comme ça. Et donc on assiste à souvent, nous quand on fait des mesures, on voit souvent des effets de bordure. Donc on voit souvent une augmentation de l'abondance ou de la diversité des auxiliaires à proximité des bordures de champs. Et puis à mesure qu'on avance dans le champ, on voit un déclin, ici de l'abondance en abeilles et en cirques, et ici de la diversité en carabes. Donc les carabes, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des coléoptères prédateurs qu'on peut observer parfois de jour, même s'ils sont plutôt actifs la nuit, qui souvent courent au sol et sont des chasseurs assez importants. Certains vont consommer des proies des insectes et d'autres vont consommer des graines d'adventice. Donc nous, on s'est dit, en agroforesterie intraparcellaire, donc je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de voir ce genre de parcelles, ça reste encore marginal, mais ça se développe, notamment dans le département du Gers où on est allé travailler, ça s'est bien développé puisqu'il y avait des gros problèmes d'érosion des sols. Donc les agriculteurs, ils ont dû trouver une solution, ils se sont dit on va planter des arbres. Et donc nous, on pense que c'est potentiellement très intéressant pour les auxiliaires puisqu'on s'est dit, est-ce qu'on ne va pas pouvoir comme ça multiplier les effets de bordure et favoriser la colonisation de l'ensemble de la parcelle par ces auxiliaires. Donc, on est allé dans le département du Gers. Comme c'est très marginal, ça reste compliqué de trouver des parcelles agroforestières. Et surtout, nous, ce qu'on voulait, c'est donc une parcelle agroforestière ici en bleu-vert et un témoin agricole sans arbres, cultivé par un même agriculteur, avec les mêmes pratiques agricoles, les deux parcelles localisées dans un même paysage pour que les comparaisons soient vraiment robustes et qu'on mesure vraiment l'effet des arbres et de la végétation herbacée. Donc on a réussi à n'avoir que 6 couples de parcelles agroforestières et témoins agricoles. Et puis à l'intérieur de ces parcelles, on a capturé nos carabes et nos araignées qui rampent au sol avec ces pièges barbeurs que vous voyez ici. Donc en fait les insectes rampent et puis tombent malheureusement dans ce piège. On est obligé de les tuer pour les amener en laboratoire, les compter et les identifier à l'espèce. Donc voilà les résultats. Vous avez le nombre d'individus, donc l'abondance si vous voulez, et le nombre d'espèces, d'araignées, de carabes, tout régime alimentaire confondu, et puis un focus sur les carabes granivores. Et puis vous avez donc en bleu c'est l'agriculture conventionnelle, en jaune c'est l'agriculture biologique, et puis on compare l'agroforesterie et les témoins. Et donc on voit bien que c'est la combinaison agroforesterie et agriculture biologique qui est la plus favorable, surtout pour les carabes et surtout encore plus pour les carabes granivores. Donc il y a deux choses qu'on observait d'intéressant dans cette étude. C'est d'abord, en agriculture conventionnelle, un effet plutôt négatif de l'agroforesterie, contrairement à ce qu'on attendait. Et en fait, on a constaté que les auxiliaires passaient bien l'hiver sous les arbres, mais ne dispersaient pas dans les champs cultivés au printemps. Donc là, notre hypothèse, c'était que y a pas assez de ressources, en fait, surtout pour les carabes granivores. En agriculture conventionnelle, il y a très peu d'adventices, donc il n'y a pas beaucoup de ressources. Ils n'ont pas beaucoup d'intérêt à se disperser dans ce milieu cultivé. En revanche, en bio, là, on voyait bien qu'il y avait cet effet source qu'on attendait. Les auxiliaires passaient l'hiver sous les arbres, et puis au printemps, allaient bien coloniser les champs cultivés. Un grand message clé de cette étude, ça a été pour nous de dire déjà que l'agroforesterie, c'est pas automatique, ça fonctionne pas à tous les coups. On voit bien ici que ça dépend du système de culture. Et puis ça rejoint les travaux de d'autres collègues de l'INRAE Dijon notamment, mais plus largement d'autres travaux scientifiques. Où on montre par exemple que les effets paysagers sont conditionnés par les pratiques locales. Et puis quand on a des pratiques trop intensives, on va perdre ces effets bénéfiques du paysage. Encore une fois, en agriculture conventionnelle, ça ne veut pas dire que tout n'est perdu. Si on veut vraiment basculer vers un fonctionnement plus agroécologique, favoriser un peu plus les auxiliaires, on peut penser à peut-être d'autres solutions. Donc réduire les intrants sans forcément les abandonner, diversifier les cultures pour augmenter les ressources pour ces auxiliaires dans l'espace ou dans le temps. J'en viens à la troisième et dernière étude, plus large sur la multifonctionnalité des agroécosystèmes. Donc nous, on le voit bien en recherche, on voit bien qu'on a un changement de paradigme. En tout cas, on parle de plus en plus d'agriculture multifonctionnelle. Donc c'est ce que vous voyez ici. Vous voyez le nombre de publications scientifiques qui parlent de multifonctionnalité. Vous voyez à quel point ça a explosé à partir des années 2000, quand on a commencé à parler des services écosystémiques.
Et donc voilà, la multifonctionnalité, son nom, c'est assez explicite, hein. La capacité d'un système à fournir un grand nombre de fonctions et à de hauts niveaux de performance, que ce soit des fonctions sociales, environnementales ou économiques. Donc on veut une agriculture qui ne soit plus uniquement productive, mais qui assure plein de fonctions. Donc nous, on s'est posé la question sur notre site d'études en Bretagne, est-ce que combiner haies et bio, c'est une bonne stratégie pour promouvoir la multifonctionnalité? Donc on est retourné sur notre zone d'atelier d'Armorique, cette fois-ci dans les champs cultivés dans des champs de céréales, toujours des champs conventionnels et en agriculture biologique, localisés le long d'un gradient de haies, d'un gradient de densité en haies dans le paysage. Et puis là, on a relevé beaucoup d'indicateurs pour essayer d'estimer cette multifonctionnalité. Donc on avait des indicateurs de conservation de la biodiversité. Je ne vais pas lire en détail, mais il faut noter que malheureusement ici, on n'avait pas les pollinisateurs et les vertébrés, oiseaux, mammifères, reptiles, amphibiens. On a des indicateurs de cycle de nutriments et de qualité structurale du sol, des indicateurs de régulation des bioagresseurs et des maladies. Donc là, ça va être surtout l'abondance de nos auxiliaires ou l'abondance des bioagresseurs, adventices, pucerons et maladies. Donc là, les indicateurs plutôt négatifs, on les inverse pour que de fortes valeurs indiquent un meilleur fonctionnement. On a aussi des indicateurs de production agricole, donc les rendements en grains, et puis quelques indicateurs socio-économiques, donc la durée des interventions, donc le labeur si vous voulez, et puis la marge semi-nette, donc la profitabilité économique. Et puis comme ça, on peut calculer des indicateurs plus globaux de multifonctionnalité qui vont vraiment quantifier à quel point on augmente simultanément l'ensemble de ces indicateurs. Bon, le graphique, il est très dense, hein, mais vous inquiétez pas, on va le passer en revue. Donc vous avez l'effet du bio local, l'effet de la quantité de haies dans le paysage et l'interaction des deux, la combinaison des deux. Et vous avez l'effet sur tous les indicateurs dont j'ai parlé. Puis encore une fois, comme tout à l'heure, hein, un fort effet négatif à gauche, un fort effet positif à droite. Donc la première chose qu'on constatait sur nos gros indicateurs globaux de multifonctionnalité, c'est qu'il n'y en avait pas pas une stratégie qui permettait vraiment d'augmenter de façon assez significative la multifonctionnalité. Par contre, on voyait quand même un effet assez net du bio, un effet positif du bio sur beaucoup d'indicateurs, mais aussi contrebalancé par une production agricole bien inférieure. Et puis on voit globalement une faible influence des haies ou de la combinaison bio et haies sur les champs cultivés. Donc en bio, il y a une augmentation de la conservation de la biodiversité, ça c'est bien connu, hein. C'est surtout pour les adventices. Vous voyez, on trouve en moyenne plus 24 espèces dans les champs bio en comparaison des champs conventionnels. C'est évidemment dû à l'utilisation des intrants chimiques en conventionnel. Et puis les carabes, eux, sont favorisés, sans doute aussi en lien avec les adventices qui sont favorisés. On avait une faible influence du bio sur le fonctionnement du sol. Donc là, en fait, on explique ça par en bio, on va plus travailler le sol, puisqu'on n'a pas de traitement herbicide. Pour contrôler les adventices, on va plus travailler le sol, utiliser du labour. Donc ça a des effets très négatifs sur le fonctionnement du sol, qui contrebalancent certaines pratiques en bio qui sont, elles, plus favorables. Le fait de ne pas avoir de perturbations chimiques et le fait aussi d'avoir des rotations culturales généralement plus complexes en bio. Et on a souvent des prairies temporaires en bio qui, elles, sont bénéfiques au fonctionnement du sol. Donc en somme, ça contrebalance un peu les effets. Le travail du sol contrebalance certains effets positifs du bio. On a une bien meilleure régulation des bioagresseurs, surtout en fait l'abondance des auxiliaires qui est largement améliorée en bio. Donc encore une fois, hein, c'est sans doute dû aussi aux adventices qui apportent des ressources alimentaires, des insectes associés, des graines adventices pour les prédateurs. Et puis on voit aussi qu'on a moins de maladies fongiques sur les plantes en bio. Et ça s'explique par l'absence de fertilisation chimique qui, elle, a tendance à booster les populations de pathogènes. Par contre, comme je disais tout à l'heure, on a des rendements bien moindres, hein. Les rendements sont quasiment divisés par 2 en bio. Ça s'explique sans doute en grande partie par la compétition entre culture et adventices, mais aussi par l'utilisation de variétés moins productives en bio. Et puis par contre, même si on avait des rendements bien moindres, on a quand même une meilleure marge semi-nette, une meilleure profitabilité, puisqu'on a moins de coûts et des prix de vente plus élevés. Là, en tout cas, au moment de l'étude, c'était en 2019.
Donc au-delà, c'est le dernier résultat que je présente, il me semble, au-delà de ces effets majeurs du bio local, on avait quand même quelques petits effets intéressants de combiner bio et haies. Donc ici, vous avez l'effet de la quantité de haies dans le paysage, c'est en kilomètres, sur différents indicateurs. Et puis on distingue le bio AB en couleur et l'agriculture conventionnelle AC en gris. Et donc on voit déjà, juste pour l'agriculture conventionnelle, on voit des lignes parfaitement plates, ce qui veut dire qu'il n'y a aucun effet de la quantité de haies sur l'ensemble des indicateurs que j'ai représentés ici. On voit sur le premier sous-graphique là, on voit que c'est intéressant de combiner haies et bio pour favoriser les carabes granivores. Donc ça rejoint les résultats que j'ai présentés en agroforesterie intraparcellaire. On n'a pas d'effet sur les rendements, ou en tout cas une tendance d'augmentation des rendements en bio, donc c'est quand même intéressant. Et puis un effet plus prononcé sur la marge semi-nette. Et ça, on ne pouvait pas nous l'expliquer par un changement de pratique. Les bio dans les paysages bocagers n'avaient pas des pratiques très différentes des bio dans les paysages ouverts. Donc peut-être que ça peut être dû à une intensification écologique. On favorise par exemple les carabes granivores, mais on favorise sans doute aussi des oiseaux, des micro-mammifères, etc. Ça peut aussi s'expliquer peut-être par un rôle de protection des cultures par les haies. Et enfin, je voulais souligner aussi que on ne peut pas dire que les haies fassent perdre des rendements, hein, que ce soit en conventionnel ou en bio. Et puis, parfois, on dit, oui, mais les haies, ça prend quand même de la place, ça fait perdre de la surface de production agricole. C'est complètement anecdotique, en fait. Moi, je l'ai calculé en considérant la densité maximale de haies qu'on observait sur la zone d'étude, et en considérant que toutes les haies faisaient 4 mètres de large, ce qui est surestimé, hein, parce que généralement, elles sont moins larges que ça. Et même en considérant ce maximum, on perd que 2% de surface de production agricole. Donc c'est assez anecdotique par rapport à tous les bénéfices qu'on peut tirer des haies. Donc le grand message clé de cette étude, c'était que, elle suggère en tout cas que promouvoir la multifonctionnalité, ça passe par une réduction des intrants, par de l'agriculture biologique. Et la préservation des habitats naturels à elle seule, elle est sans doute insuffisante. Surtout, on a bien vu tout à l'heure les effets négatifs de l'agriculture conventionnelle sur ces habitats semi-naturels. Donc, on ne peut pas attendre grand-chose de ces habitats en agriculture conventionnelle. Malheureusement, je ne sais pas si vous avez suivi ça, hein, mais la pression de quelques lobbies, aujourd'hui, ça pèse plus que les travaux de milliers de scientifiques. Et donc, cette loi sur la réduction des pesticides, elle n'est pas passée. Et la loi sur la préservation des habitats naturels, il a fallu quand même beaucoup batailler pour qu'elle soit maintenue. Et enfin, ce sera le mot de la fin. Je voulais aussi souligner que les travaux que j'ai menés, les études que j'ai présentées, il y a une grosse limite. Ce sont des études snapshot, c'est vraiment en un temps donné. Donc ça ne permet pas d'étudier les dynamiques temporelles et ça ne permet pas d'étudier toutes ces questions de résistance et de résilience des systèmes agricoles, et notamment face au changement climatique, et on sait qu'on va en avoir de plus en plus besoin. Et puis la théorie et les premiers résultats observés montrent que les systèmes agroécologiques sont sans doute bien plus résistants et résilients, notamment aux événements climatiques extrêmes. Et ici, vous avez en photo 2 systèmes dans une même région après un épisode de sécheresse, une prairie pâturée intensive, peu diversifiée, donc vous voyez qu'elle n'a pas bien tenu le coup, et un système sylvopastoral très biodiversifié qui, lui, a bien mieux tenu l'épisode de sécheresse. Je vous remercie pour votre attention. Je remercie aussi l'organisation de Planète Conférence de m'avoir invité. Et puis, je remercie aussi tous mes collègues, les financeurs des projets, et enfin, toutes les agricultrices et les agriculteurs qui contribuent au maintien des haies et des prairies dans les paysages agricoles, puisqu'on sait qu'elles sont très importantes pour la conservation de la biodiversité au sens large. Et puis aussi, elles améliorent quand même sensiblement notre cadre de vie. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, bonsoir, merci pour la présentation. Et je voulais poser une question sur à propos de la productivité de l'agriculture biologique. Là, vous avez des chiffres où c'est divisé par 2,5 ou 3 à peu près par rapport à l'agriculture conventionnelle. Alors, je comprends que... Alors d'abord, c'est quand même... Enfin, je pensais pas que c'était autant. Voilà. Donc, par rapport à la question de nourrir le monde ou nourrir la France,
Bon, est-ce que ça pose pas quand même une question? Et d'autre part, si on était dans un système où c'était généralisé, comment ça, justement, avec ces effets de biodiversité au niveau du paysage qui permet des, voilà, où c'était pas ponctuel mais généralisé, est-ce qu'on a une idée de qu'est-ce qui reste, de comment s'établirait cette perte ou cette pas perte d'ailleurs de productivité? Ok. Alors sur les premières questions, donc oui, pour les pertes de rendement en bio par rapport au conventionnel, donc en fait les pertes de l'ordre de 50%, c'est le maximum qu'on observe un peu, ce sont dans les champs de céréales qui, en fait, ça varie selon les cultures. Il y a des cultures où les rendements en bio sont presque comparables au conventionnel. Pour les champs de céréales, c'est là où on a les plus grosses pertes de rendement. Il faut souligner aussi qu'on fait du bio depuis beaucoup moins longtemps que de l'agriculture conventionnelle. L'agriculture conventionnelle, elle a bénéficié de plus de 70 ans de recherche et développement. En bio, on a sans doute encore beaucoup à apprendre, et surtout en combinant avec d'autres pratiques agroécologiques. Donc on peut sans doute réduire un peu cet écart, mais bien sûr on n'atteindra jamais c'est pas l'objectif, et on n'atteindra jamais des rendements comparables à l'agriculture conventionnelle. Pour cette question de nutrition, bon, alors, moi déjà vous l'avez bien compris avec l'introduction, nourrir le monde pour moi ça veut rien dire, en fait il faut vraiment contextualiser. Mais pour ce qui est de nourrir la France, bah, bien sûr aussi passer sur une agriculture plus agroécologique, ça demande aussi un changement en termes de consommation. Déjà, consommer moins de viande. Donc il y a tout plein de verrous sociaux, techniques à déverrouiller, quoi. Et puis la dernière question, je ne sais plus ce que c'était. Je suis pas sûr de l'avoir comprise. Non, je me posais la question de ce différentiel de productivité. Si on était dans un univers où effectivement l'agriculture biologique était installée depuis 30 ans, donc la vie des sols aurait été retrouvée à un certain équilibre. D'autre part, il y aurait au niveau biodiversité également la possibilité d'échange à l'échelle du territoire. Parce que, comme vous le disiez, ça sert à rien d'avoir une petite parcelle bio dans un univers aseptisé. Donc, si on était dans un régime un peu stationnaire, est-ce qu'on a une idée de qu'est-ce qui subsisterait comme différentiel des productions? Ok. Bon, là, comme ça, j'ai du mal à répondre. Je pense qu'on voit que dans certaines études, c'est ce qu'on voyait sur la synthèse que je présentais, on voit que parfois on a même des rendements meilleurs en système agroécologique. Donc, je pense que c'est très très variable en fait. Ça va dépendre vraiment des cultures déjà aussi. C'est compliqué. Mais il y a autre chose à laquelle je pensais. Je me souviens plus. Oui, mais c'est vraiment aussi cette question de production agricole. C'est vraiment aujourd'hui plus un problème de pauvreté que un manque de production. Il y a des travaux qui quantifient ça et qui disent qu'on produit déjà 1,5 à 2 fois de quoi nourrir la population humaine mondiale. Mais bon, voilà, il y a des choses pas très efficaces. La production de viande, il y a d'énormes gaspillages alimentaires aussi qui pourraient être bien améliorés. Donc il y a des choses à faire de ce côté-là aussi. Donc, dans l'agriculture chimique, parce que je refuse de l'appeler conventionnelle, car il n'y a jamais eu de convention, dans l'agriculture chimique, on voit une érosion des sols, une stérilisation des sols, et les pluies emmènent beaucoup de sols. Alors, est-ce que ce n'est pas un butoir pour la possibilité à cette agriculture chimique de nourrir non pas le monde ni la France, puisque ces territoires, à la limite, ils n'ont pas besoin des humains pour survivre, mais plutôt l'humanité dont les Français. Ok, je suis pas sûr d'avoir tout suivi, mais en tout cas, je vous rejoins sur l'agriculture chimique un peu conventionnelle. Mais est-ce que vous pouvez répéter peut-être la question ? Oui, on parle de la perte des sols, l'érosion des sols, la stérilisation des sols par l'agriculture chimique. Et donc, il y aura forcément baisse de rendement, même si on peut la masquer actuellement encore avec des plantes transgéniques, des choses comme ça. Mais au bout d'un moment, on va arriver dans une voie de garage où, de toute façon, l'humanité ne pourra pas aller au-delà, malgré son ingéniosité, et elle va se retrouver face à un mur. Donc, c'était ça. Alors que l'agriculture
traditionnelle, c'est-à-dire biologique, elle, elle avait réussi à nourrir des humains malheureusement de plus en plus trop nombreux pendant quand même des dizaines de générations. Oui, donc effectivement, ce sont des méthodes non durables, hein, c'est bien ce que je présentais en introduction, l'agriculture conventionnelle. Après, l'agriculture biologique, il faut aussi avoir bien conscience que malheureusement aussi, il y a tout un gradient d'agriculture biologique. Il y a des gens plutôt opportunistes qui vont essayer de faire le strict minimum et bénéficier un peu des marchés bio. Dans l'agriculture conventionnelle et dans l'agriculture biologique, il y a tout un gradient de pratique. Il y a certains conventionnels qui vont vraiment essayer d'utiliser le moins d'intrants possible et qui vont pas trop perturber les sols en travaillant moins le sol. Puis au contraire, il y a des bios qui vont beaucoup travailler le sol. Ça a un impact énorme sur l'érosion et la destruction de la vie. Donc je pense qu'au-delà de cette dichotomie conventionnelle bio, l'idée c'est vraiment peut-être plus parler d'agroécologie et d'évoluer vers ces pratiques agroécologiques où là, on cherche vraiment à préserver la biodiversité aérienne, souterraine, et on cherche vraiment à aller vers des systèmes agroécologiques. Mais c'est vrai que je trouve qu'on parle encore assez peu d'agroécologie par rapport à l'agriculture biologique, par exemple. C'est qu'une forme d'agroécologie et encore parfois elle est mal appliquée. Alors oui, je dirais, c'est juste pour une précision, c'est qu'effectivement dans l'agriculture biologique, il n'y a pas d'agroécologie, on n'est pas obligé de faire des haies en respectant le cahier des charges bio, c'est pas du tout indiqué. Et puis on peut aussi faire de l'agriculture biologique intensive, industrielle, quoi. Et malheureusement, c'est ce qu'on voit de plus en plus. Mais il y a aussi l'agriculture biologique paysanne qui est une réponse qui existe. Et d'ailleurs, j'en profite pour faire un appel à vos producteurs. Il y a les élections qui vont avoir lieu en début d'année, en janvier 2025. Et donc, s'ils peuvent voter Confédération paysanne, ça peut changer rapidement les choses. Bonsoir. Où est-ce qu'on en est de la reconstruction des haies avec à un moment, il y avait des programmes d'aide. Est-ce que ça existe toujours? Est-ce que l'agriculteur et les agriculteurs y croient? Est-ce que c'est pas de l'argent gaspillé? Et la reconstruction des talus aussi. Et j'ai une petite question. Est-ce que vous intervenez dans les lycées agricoles? Parce que ça serait peut-être pas mal de convaincre les jeunes paysans. Voilà. Merci. Oui. Alors, je prends dans le sens inverse. Oui, il y a des interventions dans les lycées agricoles. Moi, je suis pas encore permanent aussi, donc malheureusement, j'ai pas un poste très stable, mais je sais que des membres de mon unité, certains sont d'ailleurs enseignants-chercheurs aussi. Pour cette question de replantation ou reconstruction des haies, il y a le pacte de la haie en France qui a pour objectif, je crois, d'avoir un gain net de linéaire de haies de 50 000 km d'ici 2000, je sais plus combien. Mais malheureusement, c'est ce que je disais un peu en introduction, même si elles sont protégées, même s'il y a des aides pour les replanter, et en fait, on plante des nouvelles haies, souvent d'ailleurs sans talus, et puis à côté, on détruit des haies anciennes, et donc ces deux types de haies sont incomparables, quoi. Une haie ancienne qui est là depuis des décennies, avec un beau talus, des arbres bien développés, évidemment, elle va être beaucoup plus favorable, beaucoup plus intéressante pour la biodiversité. Donc malheureusement, on détruit d'un côté, et puis on replante ailleurs. Et puis, voilà, ce pacte de la haie a été critiqué un peu pour ça aussi. Il y a des gens qui disaient, la haie, c'est pas un meuble qu'on déplace comme ça, quoi. Donc, je pense qu'elle passe encore, malgré son statut de protection, elle passe encore trop facilement derrière des projets, urbanisation, fibre optique, etc. Et donc, les chiffres que je présentais en introduction, c'était, je crois, entre 2010 et 2014, quelque chose comme ça, on avait perdu 10 000 km de haies par an en France. Et puis sur ces dernières années, 2017 à 2021, on a perdu le double, 20 000 km de haies. Donc voilà, les chiffres sont sans appel. Pour le moment, on n'est pas du tout dans la préservation de haies. Mais il y a des aides. Et puis le pacte de la haie finance non seulement la plantation ou la gestion des haies, je ne sais plus trop comment ça marche, mais ça finance aussi de l'agroforesterie intraparcellaire. Et donc les rangées d'arbres au sein d'une même parcelle là que je présentais sur la photo, ça par exemple en Ille-et-Vilaine, il y a beaucoup de gens qui ont bénéficié de cette aide, et du coup on voit vraiment qu'en Ille-et-Vilaine il y a ces parcelles agroforestières qui ont explosé un petit peu partout là, et puis on peut espérer que ça continue comme ça, quoi. Est-ce qu'il n'y a pas un problème d'alignement justement dans les rangées
est-ce qu'il n'y a pas un sujet au niveau de l'alignement des plantes, quoi? Alors, je suis pas sûr d'avoir compris la question. Par rapport aux rangées dont vous parliez, le fait que les arbres soient alignés comme ça de manière géométrique, est-ce que la nature il perd pas le nord, quoi? Ouais. En fait, en agroforesterie intraparcellaire, à la base, c'est surtout développé pour essayer de faire entrer en interaction l'arbre et le milieu cultivé. C'était surtout d'un point de vue agronomique. Il y a des intérêts, on pense, à associer arbre et culture. Par contre, c'est clair qu'une rangée d'arbres comme ça, en comparaison d'une belle haie large, haute, dense, un peu une configuration spatiale plus alambiquée, c'est clair que pour la biodiversité, le plus intéressant, ça va être cette haie-là. Surtout quand il y a des talus, il y a beaucoup dedans, il y a des habitats pour les mammifères, etc. Les arbustes aussi qui sont très importants pour les oiseaux. Donc oui, à la base, c'est surtout un intérêt agronomique pour cette agroforesterie intraparcellaire, mais on pense quand même que c'est peut-être complémentaire de ces haies, puisque dans ces alignements d'arbres, il y a aussi une végétation herbacée qui est plus abondante que dans les haies, où on va être surtout sur des strates arbustives arborées. Donc, en termes de complémentarité des ressources, par exemple les auxiliaires, les pollinisateurs, on sait souvent qu'au début de l'année, ils vont aller se nourrir sur des arbustes, par exemple des prunus ou quoi, qui sont en fleurs assez tôt dans la saison. Au printemps, ils vont basculer sur des plantes herbacées, donc ils vont retrouver dans les prairies, les bords de champs, etc. Et puis à l'automne, ils vont rebasculer sur des milieux arbustifs arborés, sur le lierre notamment. Donc il y a des complémentarités comme ça. Donc je pense que les deux sont pas comparables, mais complémentaires. Oui, moi je voulais revenir sur l'intervention tout à l'heure sur le recul des haies en France. En fait, il y a effectivement des aides pour en replanter, mais c'est juste pour les replanter. Il y a Bresse-Bocage qui existe en Bretagne, donc on s'est clé en main, on a des haies qui se replantent toutes seules, sauf que derrière, il n'y a rien pour l'entretien. Il y avait une loi d'orientation agricole qui avait été mise en place en début d'année, qui aurait dû arriver là pour 2025. Et puis finalement, avec le remaniement ministériel, tout a été mis au placard. Mais tant qu'il n'y aura pas des vraies aides pour entretenir, il n'y aura pas de haies. C'est aussi simple que ça. C'est qu'il faut du fric pour vraiment, il faut une volonté politique pour développer les haies, sinon les agriculteurs le feront pas. Aujourd'hui, ceux qui le font, c'est des gens militants. C'est tout, quoi. Oui, ça demande un savoir-faire et je pense que ça sera beaucoup plus facilement accepté et ça tiendra mieux dans le temps si la haie, elle prend vraiment un sens dans le système agricole, dans le système de l'agriculteur aussi. Si lui n'y voit aucun intérêt, évidemment, il va pas gérer sa haie et puis ça va être une contrainte plus qu'autre chose. Et puis, effectivement, c'est critiqué aussi un peu pour ça, c'est que souvent, voilà, il y a de la destruction de haies dans le paysage agricole et puis on va planter des haies sur les bords de route. Et les bords de route, c'est pas intéressant pour la biodiversité, quoi. Donc c'est pas du tout des haies qui vont remplir les mêmes fonctions. Oui, juste pour rebondir sur la question là, est-ce que justement si l'entretien c'est pas un problème d'argent, est-ce que la coupe en fait, l'entretien des haies, est-ce qu'on peut en récupérer en biomasse? C'est pas utile aussi pour des industriels qui veulent l'utiliser pour en fait faire du chauffage ou pour d'autres fonctions. Alors après ça peut poser des problèmes de CO2, hein, mais une question. Oui, c'est sûr aussi que s'il y a une valorisation économique en bois de chauffage, par exemple, ça peut aussi aider à y voir un intérêt pour certains. Puis les haies sont à la base aussi, surtout en Bretagne, ont été plantées beaucoup pour ça, pour la production de bois de chauffe. Donc il y en a encore qui s'en servent pour ça, effectivement. Donc je pense que ça ne peut qu'aider. Mais voilà, il y a aussi il y a différentes façons de tailler et d'élaguer aussi, bien sûr. Et puis malheureusement, aujourd'hui, c'est comme les bords de route, on va vers des méthodes beaucoup plus simples. Et puis, par contre, on pourrait diminuer la fréquence de fauche aussi, ça ne poserait pas de souci et ce serait sans doute beaucoup plus intéressant pour la biodiversité. Bonjour, je suis désolé, je suis arrivé un peu en retard, je ne sais pas si vous avez répondu à cette question. Dans le titre, c'était écrit pourquoi les haies en agriculture biologique. Est-ce que pourquoi pas en agriculture générale? Pourquoi est-ce qu'on n'obligerait pas tous les agriculteurs à considérer les haies? Est-ce qu'il y a pas un enjeu aussi plus général que il faut dire c'est bio donc on favorise la biodiversité? Est-ce que c'est pas favoriser la biodiversité en général pour tout type de champs et de culture? Ok. Déjà, obliger les gens à faire des choses, déjà, je pense pas que ce soit la bonne démarche. C'est vraiment
Je pense que c'est quand quelqu'un prend conscience de l'intérêt de quelque chose qui va être, et qu'il le connaît, qui va être prompt à préserver, à estimer l'objet en question, quoi. Mais là, moi, c'est la limite de mes travaux, si tu veux. Moi, je travaillais surtout comparaison conventionnelle bio et puis l'effet des haies là-dedans, quoi. Mais bien sûr, plus largement, enfin, je parlais de pratiques agroécologiques plus largement. Il y a plein de, on peut imaginer plein de choses en fait. Mais aujourd'hui, on fait des choses très simplistes et très cadrées. On veut appliquer la même recette partout. Et bien sûr, l'agroécologie, c'est complètement autre chose. On a plein de leviers et puis on va essayer de sélectionner les meilleures solutions dans les meilleurs contextes. C'est ça aussi, je pense, la force de l'agroécologie, quoi. Bonsoir, merci pour votre présentation. J'avais une question en fait liée à la diversification des espèces utilisées dans les haies et justement, est-ce qu'il n'y aurait pas des modèles économiques de valorisation de ces haies autres que à part du bois de chauffage, mais aussi des petits fruits, des plantes aromatiques. Et du coup, dans vos études, qu'est-ce que vous utilisez comme choix de végétaux pour constituer les haies? Oui, alors oui, en valorisation, effectivement, il n'y a pas que le bois de chauffe, par exemple. Il y a aussi tous les petits fruits que vous mentionnez là. On pourrait imaginer aussi, je sais pas, des plantes aromatiques, par exemple. Je sais que ça se fait par endroits. Nous, là, on travaille sur des haies, ce ne sont pas les nôtres, hein, ce sont les haies du bocage breton, gérées par certains agriculteurs dans nos réseaux. Très souvent, ça va être des haies de chêne ou de châtaignier, avec ou sans strate arbustive. Mais à ma connaissance, dans les réseaux dans lesquels on travaille, il n'y a pas volonté de gérer la haie pour favoriser la production de petits fruits, par exemple. Mais ce serait très intéressant, je pense. Ouais. Disons que dans la constitution des études, je voyais, c'est surtout la deuxième que vous avez présentée qui est dans le Gers, où il y a vraiment une implantation d'arbres, donc ça va vraiment aussi modifier les pratiques culturelles de l'agriculteur. Il a cette bande perdue. Est-ce qu'il n'y a pas dans les modèles qui peuvent être développés dans les études, comment allier diversité, biodiversité et essayer de trouver aussi d'autres moyens économiques de rentabiliser ça? Oui. En agroforesterie intraparcellaire, pas dans le Gers, j'en avais pas vraiment vu, mais il y a d'autres endroits où, en agroforesterie, on peut imaginer plein de choses. Hein. Je sais pas, il y a des chênes truffiers avec des lavandes. Enfin, il y a plein de choses qu'on peut imaginer. Donc effectivement, on n'est pas obligé de faire une rangée d'arbres comme ce que j'ai présenté sur la photo. Hein. Il peut y avoir une strate arbustive. J'ai perdu ce que je voulais dire, mais oui. Je pense qu'il ne faut surtout pas tomber sur les travers de l'agriculture conventionnelle qui était de préconiser une recette magique. Bonsoir, merci pour vos travaux. J'ai deux questions un peu plus spécifiques. La première concernant un critère que vous avez évoqué, la largeur de haie, vous parliez de 4 mètres. Est-ce que vous parliez en termes d'embase ou en termes de haut-pied? Et vous allez voir, ça va être lié à la suite. Est-ce que les haies que vous avez utilisées dans vos travaux sont suivies par un PGDH? Quelles sont les différentes, porosités et quelles sont les qualités en termes de haies que vous avez pu observer sur vos échantillons? Merci. Ouais. Alors la largeur, c'était vraiment en considérant aussi toute la bordure herbacée non travaillée par le sol. Là, quand je parlais de 4 mètres, hein, c'était pour essayer de calculer la perte de surface de haies. Mais en fait, on a une grande diversité de haies dans notre jeu de données. On a des haies très étroites, très jeunes, où il y a quasiment que des arbustes. On a des haies très anciennes, sur talus. On a vraiment une diversité. C'est pour ça, du coup, qu'on étudiait aussi ces variables-là, largeur, hauteur, diversité des ligneux, etc. Et finalement, sur la diversité végétale, on voyait que c'était pas du tout ce qui ressortait. Hein. Je pense qu'il y a vraiment un effet fort du bio, des perturbations chimiques en conventionnel. Par contre, sur d'autres taxons, ça va être beaucoup plus important. Hein. Sur les oiseaux, évidemment, avoir des arbustes, des arbres de haut jet, c'est la base, quoi. Pour les pollinisateurs aussi. Mais donc, oui, pour répondre à ta question, il y a vraiment une diversité. En fait,
comme quand tu te promènes dans le bocage breton, tu vois vraiment une diversité de haies. Il y a des ragosses, des belles haies sur talus avec des hougets, des strates arbustives. Bonsoir. J'aurais voulu juste une précision par rapport au... Alors, je ne sais plus si c'était en linéaire, je crois, de haies qui ont disparu ces derniers temps avec 2 périodes, dont la dernière où ça a été multiplié par 2. Est-ce que vous avez la précision concernant ceux qui sont à l'origine de la disparition de ces... Parce que c'est pas forcément que les agriculteurs, quoi. Hein. Ah non. Oui, non, c'est pas forcément que les agriculteurs. Hein. Je sais pas si dans le rapport, ça c'était un rapport ministériel, donc dedans il y a peut-être des détails un peu par commune, par exemple, ou par région en tout cas. Mais donc aujourd'hui, je pense, c'est pas que les agriculteurs. Hein. On sait que voilà, il y a certains agriculteurs qui voient cette haie comme une contrainte, qui veulent s'en débarrasser, mais qui peuvent pas, légalement parlant. Donc souvent, il va y avoir des pratiques un peu d'abandon jusqu'à ce que la haie disparaissent un peu d'elles-mêmes, quoi. Mais c'est pas du tout que ça. Hein. Il y a des projets d'urbanisation, la fibre optique apparemment ça joue énormément sur la destruction des haies. On m'a dit ça. J'ai pas les chiffres. Hein. Je pense qu'il y a plein de facteurs. C'est dommage parce que il y a quand même des mesures qui ont été mises en place pour éviter la disparition, voire pour encourager le maintien des haies dans les exploitations agricoles. Alors, bon, j'ai pas le détail, mais je sais qu'au niveau des aides européennes, par exemple, il y a des conditions pour que, justement, en permettant le maintien des haies, ils puissent accéder à ces aides, voire à avoir des suppléments d'aide, quoi, en fait. Donc, il y a quand même tout un tas, puis il y a beaucoup de structures qui travaillent sur le terrain pour encourager les agriculteurs, justement, au niveau, de ces plantations, de la diversification du type de haies, etc. Donc, je trouve que c'est dommage de présenter sans préciser, quoi, en fait. Parce que peut-être que ça changerait un petit peu aussi le point de vue. Et que, on se rendrait compte qu'il y a peut-être des efforts qui sont faits et que peut-être que cette augmentation de disparition n'est pas forcément du fait des agriculteurs, quoi. C'est dommage. Après, je sais pas si le détail permettrait de confirmer ou pas, hein. Alors, oui, j'en prends note, merci. C'est intéressant et j'avais pas du tout pensé à ça. Je pense que c'est vraiment une diversité de facteurs, une diversité de pratiques. Et puis, je rebondis un peu juste sur ce que vous dites, c'est qu'il y a, d'un côté, il y a des aides pour des pratiques un peu agroécologiques, mais de l'autre côté, il y a toujours des aides aussi pour agrandir les exploitations, pour les intensifier. Et donc, c'est un peu des choses contradictoires aussi, malheureusement. Moi, je suis désolé, c'est la dernière fois que je parle, mais il y a quand même très très peu d'aides sur les haies. Il y a un tout petit programme qui existe, mais qui est ridicule en termes d'aide. En plus, il faut un diagnostic préalable avec des techniciens qui sont pas disponibles. Donc, en fait, il y a rien concrètement pour encourager les haies aujourd'hui. Et la deuxième chose, c'est que oui, le plus gros facteur de destruction, c'est la politique agricole commune, qui depuis 92 subventionne à l'hectare et donc favorise l'agrandissement des fermes. Et plus on s'agrandit, plus on fait des cultures. Et plus on disparaît, plus l'élevage disparaît, et plus on intensifie, et donc plus bon, il y a de haies. Voilà, c'est ça le gros facteur, c'est la politique agricole commune qui est à l'origine de la disparition des haies, pour moi principalement. Et sachant aussi, je crois qu'à l'époque, les agriculteurs étaient subventionnés pour détruire les haies, il me semble bien, quand il y a eu le... Oui, le remembrement, ça a été vraiment quelque chose d'horrible. Il y a un historien, un doctorant historien, Léandre Mandard, qui étudie ça un peu, qui a montré vraiment toutes les pratiques qu'il y avait au niveau politique jusqu'aux maires dans les communes. Ça a été vraiment quelque chose de forcé, avec des incitations économiques, avec des menaces. C'était vraiment très dur. Et puis voilà, ce collègue historien, lui, est allé dans les registres des communes, dans les archives, aller fouiller un peu pour voir qu'est-ce qui s'est passé à l'époque. Et puis voilà, il voyait des commentaires de paysans, de paysannes qui disaient non, moi je veux pas échanger ma parcelle avec telle parcelle, je veux pas détruire mon verger, etc. Et puis il y avait des réponses standardisées de la commune ou de je ne sais qui dans les hautes sphères. En gros, vous n'avez pas votre mot à dire, quoi. J'ai juste une question aussi, parce que du coup, on parlait de replanter des haies, mais les haies anciennes, elles ont quand même une importance pour la biodiversité qui est beaucoup plus importante que si on replantait des haies jeunes. Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent être faites en priorité, au lieu de dire aux États
on va replanter des haies. Est-ce que c'est pas déjà on va protéger ce qui existe avant? Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut être fait aussi dans ce sens-là plus tôt ou... Ouais, bah c'est la critique qu'on faisait du pacte de la haie, c'est que voilà, d'un côté on plante, mais de l'autre côté on détruit quoi. Donc c'est clair que déjà la priorité c'est avant tout de préserver le maillage bocager existant et puis de replanter en connexion avec ce maillage bocager. Mais dans les faits, on fait un peu comme ça arrange selon les projets d'aménagement et tout quoi. Je voulais une question sur un autre domaine. Là, vous avez mentionné l'agriculture de conservation. Et en fait, en France, c'est marginal. Dans d'autres pays, c'est quand même nettement plus développé. Et est-ce que c'est... Alors, peut-être c'est juste parce qu'il n'y a pas de normes. L'agriculture bio, elle s'est développée aussi parce qu'il y avait des labels. Enfin, est-ce que c'est quoi qui freine en France? Est-ce que vous savez le développement de l'agriculture de conservation? Ok. Non, alors déjà, j'ai pas les chiffres de à quel point c'est marginal ou non, comment ça a évolué, et je ne sais pas pourquoi ce serait plus, il y aurait plus de succès dans d'autres pays que la France. J'ai pas trop d'idées, mais c'est clair que c'est encore une autre forme d'agriculture qui demande beaucoup de connaissances techniques, et donc je pense qu'il faut vraiment, quand on se lance là-dedans, être intégré dans des réseaux qui connaissent bien la chose. Mais je sais pas, ouais. Je saurais pas trop vous répondre. Après, je sais que dans des pays, en Argentine par exemple, c'est 8% des surfaces. En France, c'est 1%. Ok. Ouais, donc c'est un succès très hétérogène. Sur l'agriculture de conservation aussi, bah, ça va être très très intéressant vraiment d'un point de vue fonctionnement du sol, puisqu'on va chercher à perturber le sol le moins possible, pas faire trop, surtout pas de labour par exemple. Et malheureusement, la difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est d'arriver à combiner. En agriculture de conservation, on est obligé d'utiliser des traitements herbicides encore. On n'arrive pas à gérer les adventices sans traitement herbicide. Et donc voilà. Il y a un peu certains qui veulent préserver le sol, qui disent c'est le plus important, d'autres qui disent ben non mais moi je veux pas utiliser de pesticides, ça pollue, etc. Ça détruit la biodiversité. Donc dans l'idéal, ce serait vraiment super d'arriver à pouvoir faire de l'agriculture de conservation bio, mais bon, il faut plus de recherche, plus d'expérimentation. Bon, mais s'il n'y a plus de questions, je vous remercie d'être venu. Et encore merci Sébastien. Merci à vous, oui. Peut-être déplacé depuis Rennes.